Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime de Chimagité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce mercredi 13 mars 2024, dont voici les grands titres. Deux représentantes des femmes militantes du parti CNL sont introuvables depuis 3 jours. Elles ont été arrêtées par des agents du service national des renseignements. Vous aurez les détails dans cette édition. Dans cette édition, nous parlons également de la montée des eaux du lac Tanganyika qui ne cesse de se remarquer dans différents endroits situés près des bords de ce lac, causant par la suite des dégâts. Les défaites enregistrées par les troupes burundaises déployées en République démocratique du Congo pour combattre contre le M23 sont consécutives à une double trahison. Analyse faite par un ancien officier de l'armée burundaise. Il sera l'invité dans cette édition. Ouvrons cette édition sur la page des droits de l'homme, 3 jours que la représentante des femmes du parti CNL en province de Kayanza soit introuvable. Agnès Nivilanhije a été arrêtée dimanche au chef-lieu de la province Ngozi au moment de la tenue du congrès pour la destitution du président du parti CNL, Agathon Rwasa. Les membres du parti CNL ainsi que la famille alertent pour la sécurité de cette femme, surtout qu'ils ignorent encore le lieu de sa détention. Le point avec Dani Claire et la trouve. Mère de 4 enfants, Agnès Nivilanhije a été arrêtée par la police dimanche dernier au marché central d'Ongozi dans la campagne de chasse à l'homme contre les fidèles d'Agathon Rwasa. C'est au moment où il se tenait sur place un congrès des décidants du parti CNL pour destituer Agathon Rwasa à la présidence de ce parti. Un effectif de 86 partisans arrêtés a été alors conduit et emprisonné au commissariat de police d'Ongozi. Selon les informations en provenance des membres du parti CNL, la représentante des femmes de ce parti en province Kayanza et une autre femme ont été isolées pour par la suite être embarquées à bord du véhicule du service des renseignements par l'OPG nommé Espérance Kaitesi aux environs de 12h30. Les 2 femmes ont été pointées du doigt par le chef des Imbonerakure dans la nouvelle province de Butanyerera prénommée Bosco, précise les mêmes informations. Après presque 1 heure de temps, l'autre dame a été libérée pour rejoindre les autres en détention, mais la destination d'Agnès Nivilanhije est restée inconnue et serait acheminée vers Bujumbura, la capitale économique, comme le signalent les plaidoiries. Aidez-nous, vous tous, à alerter pour elle. Jusqu'à présent, nous ignorons où elle se trouve. Hier, quelqu'un m'avait dit qu'elle serait à la documentation située dans les enceintes de la cathédrale et après, nous avons entendu qu'elle était conduite chez Ndadaye à la police anti-émeute. Nous ignorons alors la vérité. Elle s'appelle Agnès Nivilanhije, représentante des femmes à Kayanza. Originaire de la colline Moussave, en commune province Kayanza, Agnès Nivilanhije est normalement enseignante à l'école fondamentale de Ruhande en commune Kayanza. Jusqu'à ce mercredi, les membres du parti CNL ainsi que la famille n'avaient aucune information du lieu et des conditions de détention de la victime. Merci à toi, Dani Claire Ilatroumva. Il y a également une autre femme responsable du parti CNL dans la nouvelle province de Buhumuza, nommée Jacqueline Wimana, qui habite dans la commune province de Muyinga, qui a été arrêtée et enlevée par le responsable du service des renseignements en commune Giterani, alors qu'elle revenait de son travail d'enseignant. C'était vers 13h. Par la suite, le responsable de la documentation en province de Muyinga l'a embarqué dans un véhicule de type Urix dont l'immatriculation est E0535A. Les habitants de la commune Muyinga alertent en son sujet car ils ne savaient pas où elle a été amenée et que personne ne peut la joindre si son téléphone est car éteint. Toujours en page des droits de l'homme, 2 employés de l'organisation World Vision sont détenus au cachot du parquet de la province de Kirundo pour des raisons non encore clarifiées. Arrêtés respectivement le 21 et 27 février cette année 2024, les informations recueillies au sein du parquet de Kirundo indiquent qu'ils sont accusés de vol d'engrais chimiques
Accusation rejetée en bloc par certains juges qui suivraient de près ce dossier. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Le premier parmi ces cadres de l'organisation World Vision détenu au cachot du parquet de la province de Kirundo pour des raisons non éclaircies est Simon Pierre Niramheba, coordinateur du projet Nkuriza, groupement Kirundo, Muyinga Cankuzo, ainsi que Jean de Dieu Nemirimana, chargé de la sécurité alimentaire au sein du même projet en province de Kirundo. Le projet Nkuriza du ministère ayant la santé dans ses attributions est exécuté par des organisations locales et internationales, œuvre dans le domaine de lutte contre des maladies dues à la malnutrition chez les enfants, les femmes enceintes et allaitantes. Nos sources parmi les juges du parquet de Kirundo indiquent que ces travailleurs de World Vision sont accusés par le procureur de la République à Kirundo de vol d'engrais chimiques. Un des magistrats du parquet de Kirundo témoigne. En tant que juge du parquet de Kirundo, je voudrais dénoncer les abus commis par le procureur de la République Jean-Claude Ndémeye ici au parquet de Kirundo. L'exemple est celui de deux employés de World Vision détenus au parquet de Kirundo. Le premier est renommé Simon Pierre Nirameba, arrêté le 21 février, et Jean Dodier Nemirimana, arrêté le 27 février 2024. Selon le dossier confectionné par le procureur, ces deux détenus sont accusés de voler les qualifiés. On dit qu'ils ont détourné de l'anglais vers une autre province. Les accusations portées contre ces cadres de l'organisation World Vision ne sont pas fondées selon les mêmes sources. C'est dans la mesure où cet engrais chimique a été réceptionné par World Vision à Kirundo pour être transporté en province de Muyinga. Les enquêtes que nous avons menées auprès de la chambre de conseil, nous avons trouvé que l'engrais dont ils sont accusés est du projet Nkuriza en exécution dans notre province de Kirundo. Comme nous le voyons à travers les documents, cet engrais a été sorti du stock de Fomi Kirundo et a été expédié vers le stock de World Vision à Gasugu, province de Muyinga, en attendant d'être distribué à la population. Ces détenus indiquent que, comme ils étaient sous pression de Fomi Kirundo, ils ont préféré réceptionner ce fumier pour le mettre dans le stock, étant donné que World Vision Kirundo ne dispose pas de stock. Ceux qui suivent de près ce dossier disent ne pas comprendre les vraies raisons de cette détention et pensent plutôt que le procureur de la République à Kirundo aurait d'autres visées. Si nous analysons ce dossier, nous ne comprenons pas pourquoi ils peuvent être accusés de vol au moment où cet engrais chimique a été déposé dans le stock d'une organisation qui opère légalement et qui a ses responsables à l'échelle supérieure qui affirment que ce stock leur appartient et que ce sont eux qui avaient fait la commande de cet engrais et qu'ils ont ordonné qu'il soit transporté dans le stock de Muyinga. Nous ne comprenons pas pourquoi ces deux employés de World Vision continuent à être enfermés sans toutefois comparaître devant la justice. Cela nous inquiète car ce procureur de la République à Kirundo est très connu dans des affaires de corruption. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Jean-Claude Ndémeye, procureur de la République en province de Kirundo, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons du système de renseignement opéré en réseau par certaines autorités en province de Kirundo, dont le procureur de la République, Jean-Claude Ndémeye. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Après une petite transition, nous parlons sécurité. Les militaires burundais qui combattent en RDC ne pourraient pas être accusés d'un mauvais comportement. Analyse faite par Gracie Rukindikiza. Cet ancien officier de l'armée burundaise indique que les défaites enregistrées par les troupes burundaises sont consécutives à une double trahison. Ils ont d'abord été livrés par l'État burundais et ensuite ils sont lâchés en plein combat par les militaires congolais. Ces derniers cèdent le champ de bataille aux Burundais afin qu'ils combattent seuls pour la cause congolaise. Gracie Rukindikiza sera l'invité de ce journal. Parlons sport à présent. L'équipe Dynamo du Burundi a été exclue de la Ligue africaine de basketball de cette année pour avoir refusé de porter le logo Visit Rwanda sur ses maillots.
En quittant cette compétition, les joueurs, les dirigeants de l'équipe et le pays en général subissent des pertes sur plusieurs plans. Emile Nibasumba. En plus des avantages qu'ils obtiennent pendant et à la fin de la compétition, les joueurs qui participent dans la Ligue africaine de basketball reçoivent un salaire compris entre 1 500 et 3 000 $ américains par mois selon les enquêtes de José Colorado qui a joué pendant 6 ans dans les championnats de basketball professionnels et qui actuellement donne des conseils aux débutants dans ce domaine. Les joueurs qui sont recrutés par les équipes des autres pays, eux, reçoivent pour la plupart un salaire compris entre 4 000 et 15 000 $. Il y en a même qui atteignent 35 000 $ dans cette compétition africaine, selon José Colorado. Cité par le journal Le Monde, le vice-président de l'équipe sénégalaise AS Douane indique que chaque club a l'obligation de signer un contrat professionnel avec les joueurs engagés dans la compétition et de les rémunérer au moins 1 200 € par mois le temps du tournoi qui peut durer 4 mois au maximum. Selon lui, la BAL subventionne aussi les équipes à hauteur de 70 000 $. En 2021, les équipes qui ont franchi le dernier carré de la compétition ont reçu environ 100 000 $. La championne, 75 000, la seconde équipe, 55 000 pour l'équipe occupant la 3e place et 25 000 pour l'équipe qui vient en 4e position. Les joueurs gagnent aussi la visibilité au cours de cette compétition. La BAL explique qu'elle est couverte par environ 200 médias dans le monde. C'est cette ligue africaine de basketball dans laquelle l'équipe Dynamo du Burundi a récemment été éliminée après 2 forfaits consécutifs pour avoir refusé de porter le logo de Visit Rwanda. Selon les explications du patron du parti au pouvoir au Burundi, CNDD-FDD, c'est le gouvernement qui a pris la décision parce que, selon lui, ces joueurs burundais ne pouvaient pas faire la publicité d'un pays ennemi. Merci à toi, Emile Nibasumba. Parlons environnement à présent. La montée des eaux du lac Tanganyika ne cesse de se remarquer dans différents endroits situés près des bords de ce lac, causant par la suite des dégâts. Que ce soit les habitants de ces endroits ou ceux qui exercent leurs activités, tous se convergent sur le fait que les pertes sont énormes. La situation est ainsi alors que selon les prévisions de certains experts, il est prévu dans les mois à venir une montée de ce lac jusqu'à un niveau très élevé. Le point avec Elodie Dizeremesh. Parmi les infrastructures menacées par la montée des eaux du lac Tanganyika qui continue de se manifester, il y a le port de Bujumbura. Certains employés au niveau de ce port indiquent que les eaux ont déjà inondé certaines infrastructures érigées à l'intérieur de ce port. Dans le même périmètre, sur la route qui va du port de Bujumbura et qui mène vers le terrain dit Tempête, la montée des eaux du lac Tanganyika a déjà causé le bouchage de caniveaux. Témoignage d'un des individus qui exercent ces activités tout près de cette route. Les caniveaux sont bouchés. Par exemple, le caniveau se trouva en face de l'ancienne maison qui abritait la radio-télévision Renaissance et bouchée. Au lieu que les eaux se déversent dans le lac, c'est le contraire qui semble se réaliser. On voit les eaux du lac monter et par conséquent, les caniveaux sont débordés. À Rumongue, une autre localité connue pour être riveraine du lac Tanganyika, les eaux de ce lac menacent des infrastructures. Non seulement les activités du port de Bujumbura sont perturbées, mais aussi les habitations riveraines de ce lac ne sont pas épargnées. Les eaux du lac Tanganyika arrivent jusqu'au niveau de la route. Les enceintes des écoles Mouchage 1 et 2 sont totalement inondées, ce qui empêche les élèves d'occuper les locaux et vont demander des salles au niveau d'autres établissements. Les habitations sont presque toutes détruites et les restantes n'ont pas de latrines. Les occupants de ces habitations risquent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Les enceintes des écoles font partie des infrastructures en mauvais état actuellement en zone de Gatumba, des suites de la montée des eaux du lac Tanganyika. Difficile est la vie que mènent certains habitants qui craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène, comme le témoignent certains d'entre eux. L'ancienne entrée du port de Rumongue a été changée. Ils sont aménagés une autre entrée pour que ceux qui viennent embarquer les marchandises obtiennent un passage. Au niveau des quartiers Kanyemoko et Teva, il y a des ménages qui ont laissé leurs maisons inondées et sont partis vivre ailleurs. Alors que les temps semblent durs dans ces localités riveraines du lac Tanganyika, suite à la montée des eaux, les experts en aménagement territorial ont annoncé qu'il faudrait s'attendre à une montée des eaux du lac Tanganyika à un niveau le plus élevé au cours des
mois d'avril et de mai. Ainsi, différents habitants des localités riveraines de ce lac ne cachent pas leurs inquiétudes et demandent au gouvernement de penser aux solutions à apporter à cette problématique. Merci à toi aussi, Eloge disait les méchants. Avant-hier, le lundi 11 mars, le directeur général de la Régie des eaux a nommé les nouveaux chefs régionaux de cette société. Les habitants du centre Muzinda qui se sont confiés à la RPA saluent cette décision de la Régie des eaux et demandent aux responsables en train d'éviter la mauvaise pratique de la corruption qui avait caractérisé les chefs sortants et qui consistait à rançonner les demandeurs des compteurs de l'eau et de l'électricité avec l'implication des commissionnaires. Écoutez plutôt cet habitant du centre Muzinda qui s'est entretenu avec la RPA. Nous avons constaté que la Régie des eaux a changé les chefs régionaux de cette société à travers le pays. Nous avons beaucoup apprécié le changement des responsables de cette société ici au centre de Muzinda. On avait beaucoup dénoncé le phénomène de la corruption qui était pratiqué par les chefs sortants en collaboration avec des commissionnaires. Ces derniers exigeaient des fonds de vœux aux habitants, demandèrent des compteurs d'eau et de l'électricité. Cette pratique faisait beaucoup souffrir les clients de la Régie des eaux qui coupissent des gens dans une misère sans nom. Nous demandons donc aux nouveaux venus de ne pas faire comme leurs prédécesseurs et de servir les demandeurs des compteurs sans recourir à la mauvaise pratique de la corruption. C'est un ouf de soulagement pour les enseignants burundais du camp de Nduta en Tanzanie. Après 2 mois d'attente, ce mardi, ils ont reçu leur prime d'encouragement qu'ils attendaient depuis maintenant près de 2 mois. Cette prime avait été suspendue sans aucune autre forme d'explication et les enseignants commençaient à désespérer puisque c'était la toute première fois qu'un tel cas arrive. Place maintenant à l'invité du journal. Graciela Kindikiza revient sur la question des militaires burundais qui ne cesse de se faire tuer à l'est de la République démocratique du Congo. Graciela Kindikiza, bonjour. Bonjour Bobo Ruika. Merci d'être l'invité de notre journal. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un ancien officier de l'armée burundaise, mais dans votre vie aujourd'hui, on sait que vous suivez toujours de près la situation au Burundi. Et d'ailleurs, vous êtes chroniqueur dans pas mal de médias concernant plusieurs régions de l'Afrique. Aujourd'hui, on va parler de la guerre à l'est de la RDC, où se déroulent des combats qui impliquent également des militaires de l'armée burundaise. Il y a au départ un mouvement congolais qui fait des revendications, c'est le M23 qui combat le gouvernement de Kinshasa. Aujourd'hui, le Burundi reconnaît sa présence aux côtés des FARDC. Il y a eu déjà aussi les pays de la SADC qui ont déployé des contingents militaires pour combattre effectivement aux côtés des FARDC, donc aux côtés du gouvernement congolais. D'après vous, pourquoi cette guerre perdure? Alors, pour dire pourquoi cette guerre perdure, il faut savoir déjà pourquoi cette guerre a recommencé. Parce que c'est une guerre qui recommence. Il y a eu plusieurs guerres. Alors, on parle du mouvement M23. M23 qui veut dire le mouvement du 23 mars. C'est-à-dire, le 23 mars, il y a eu signature des accords. Lesquels accords n'ont pas été appliqués, n'ont pas été respectés. Et même les gens du M23, certains ont été à Kinshasa, ils ont passé plusieurs mois à l'hôtel en attendant les pourparlers pour faire avancer ces accords. Il n'y a pas eu d'accord en soi. Cela veut dire qu'il y a les accords qui n'ont pas été appliqués. C'est la première chose. La deuxième chose, c'était une histoire des réfugiés. C'est qu'il y a beaucoup, pour la première fois, il y avait des réfugiés congolais de Kivu, première fois, mais ne parlons pas des années 65, du temps de Kabila quand il était dans la rébellion. Mais actuellement, disons depuis plusieurs décennies, et des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et en Ouganda. Ces réfugiés sont partis, ils ont quitté leur terre dans le Kivu quand les gens qui ont commis le génocide au Rwanda, les militaires et les Interahamwe, sont partis avec armes au Congo et que le président Mobutu les a laissés à la frontière dans le Kivu. Et donc, du coup, ils sont allés tuer aussi les gens, les Tutsis ou les gens qui parlaient qui en Rwanda dans le Kivu et ils ont occupé certaines de leurs terres. Ce qui fait que ces gens-là, ils sont partis se réfugier en Ouganda et au Rwanda. Ce qui fait que ça génère aussi des gens qui veulent se battre, donc du coup, qui augmentent les rangs du M23. Il y a les deux problèmes, les deux questions principales, les accords qui n'ont pas été appliqués et les FDLR et les réfugiés qui sont dans ces pays-là. Donc cette guerre perdure parce que finalement, il n'y a pas eu d'accord
les accords n'ont pas été respectés et à la façon, les gens de M23 pensent qu'en faisant la guerre, ils vont se faire finalement entendre qu'ils vont reprendre les négociations avec les armes, ce qu'on voit dans plusieurs pays. Vous évoquez un aspect politique et un accord qui n'a pas été respecté. Aujourd'hui, sur le champ de bataille, c'est des affrontements militaires. Alors, il y a le Burundi aussi qui s'est invité à l'Est dans ces combats. Il y a les pays de la SADC, comme on vient de l'évoquer. D'après vous, quels seraient des enjeux derrière cette guerre, derrière surtout cette longévité de cette guerre? Quelle serait la face cachée de cette guerre? Souvent, on a tendance à dire que les militaires aiment la guerre. Les militaires n'aiment pas du tout les guerres. Les militaires aiment des périodes de paix. On sait bien que souvent, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les généraux allemands, ils ont voulu négocier avec les alliés pour arrêter la guerre. Hitler était opposé. C'est-à-dire que souvent, ce sont les civils qui s'opposent parce que les militaires veulent arrêter la guerre, sauf quand les militaires sont en train de gagner du terrain. Alors, les enjeux, on voit bien, il y a le Burundi, il y a les pays de la SADC, mais il y a souvent des enjeux économiques. Il y a beaucoup de pays, notamment l'Afrique du Sud, qui a beaucoup d'intérêt au Congo. Donc, c'est une façon aussi de se montrer, même le Burundi aussi, c'est une façon de se montrer. Je suis là, et donc, du coup, sur le gâteau, je vais avoir quelque chose. Et il y a beaucoup aussi d'enjeux au niveau financier, au niveau de la corruption. Souvent, c'est pendant la guerre, il y a beaucoup de corruption. Je vous donne un exemple. L'armée congolaise, les FRDC, sur le papier, ils sont environ 250-260 000. Mais sur le terrain, on ne peut pas aligner 60 000 militaires. C'est-à-dire qu'il y a d'autres environ 200 qui sont perdus. Ou parce qu'en fait, ces gens-là continuent à être payés, ils reçoivent leur salaire, mais les salaires sont détournés, bien sûr, parce qu'ils n'existaient pas. On dit même que les gens qui meurent, on les garde dans les effectifs. Je vous dirais même que le gros du M23, les rebelles du M23, sont payés par le gouvernement congolais, mais leur salaire n'arrive pas. Parce qu'ils étaient dans l'armée congolaise, mais quand ils ont quitté, on les a gardés parce qu'ils détournent cet argent. C'est-à-dire, pour les 200 000 personnes, on détourne l'argent, on détourne l'équipement, et finalement, c'est bien du côté de la maison militaire, du côté des civils de la présidence, du côté aussi des généraux qui sont à Kinshasa, ça peut continuer. Mais par contre, les généraux qui sont sur le terrain, par exemple, le général Chikotita, tu dis que finalement, il faut continuer la guerre, mais il va dire non, parce qu'il a déjà échappé à la guerre 2 fois, 3 fois. Donc finalement, les militaires n'ont pas intérêt à continuer à se battre. Donc, il y a plutôt souvent des enjeux, pas géostratégiques, mais des enjeux économiques derrière une guerre qui perdure. Maintenant, on comprend qu'effectivement, à côté de la technicité de cette guerre, il existerait aussi des enjeux liés aux grosses malversations autour de cette guerre. D'ailleurs, parlons du Burundi, on parlait que la RDC aurait débloqué des millions de dollars pour l'intervention militaire. En même temps, on apprend que les militaires burundais, ils vont malgré eux. D'après vous, qu'est-ce qui explique cette contradiction? Alors, l'armée burundaise a été formée, créée sur le style de la fonction publique. C'est-à-dire que ce sont des fonctionnaires à part entière. En principe, les militaires, on doit les différencier des fonctionnaires. Les militaires, ils ont, je dirais, c'est comme rentrer dans... On devient un religieux, un prêtre, un curé. C'est comme on devient militaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on dit, je consacre quelque chose au pays, je consacre ma vie au pays, mais pour défendre le pays, mais pas pour faire des bêtises. Or, les militaires burundais, il y a ce qu'ils appelaient, mais ils continuent à l'appeler, la carrière. Je vais faire ma carrière. En faisant ma carrière, j'accepte de faire tout ce qu'on me demande de faire. On demande de venir te tuer, même si quelqu'un c'est ton ami, il viendra te tuer parce qu'il est en train de défendre sa carrière. Jamais il dira non, je ne veux pas parce qu'il n'a rien fait. Non, il va te tuer, mais il sait bien qu'il pourra aller jusqu'à la retraite, à la pension comme on le dit. Donc, c'est surtout cette notion, et il préfère même aller se battre en disant éventuellement que j'aurai des chances de revenir. Ma carrière va continuer, j'irai jusqu'à la retraite, mais si je meurs, bon, tant pis. Si on mourait en Somalie, au moins sa famille aurait de l'argent. Mais en République démocratique du Congo, il n'y a rien. On y va, on va se battre en le voulant ou en le voulant pas. Des fois, on va essayer d'éviter. Des fois, on est perdu, on est trahi et les gens meurent. Donc, c'est-à-dire que cette notion de, je dirais même la carrière trahit le pays. La carrière trahit le peuple burundais qui n'a pas besoin de cette guerre, qui n'a pas besoin de tant de morts. Je vais retourner sur cette question de carrière peut-être vers la fin de notre interview. Mais d'après vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut mettre fin à cette guerre? Alors, ce qui peut mettre fin à cette guerre, c'est d'abord les négociations. Les négociations entre les belligérants. Toujours, pour terminer une guerre, les deux se parlent. Même quelqu'un qui est battu. On a vu même les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou les Japonais, ils ont signé des accords. Il y a eu
des discussions, même s'ils étaient battus, il y a eu des discussions, par exemple, au Japon, où les Japonais disaient, on acceptait tout, sauf vous ne touchez pas à notre empereur. Les Alliés, ils ont accepté, ils ont signé les accords. Là aussi, il y a toujours des accords, on doit signer, mais c'est entre les combattants, les belligérants, le M23 et le pouvoir. Et le M23 demande le respect des accords, et maintenant, je pense aussi qu'ils intègrent le retour des réfugiés, donc leurs parents, parce qu'ils sont chez eux. Et aussi, la reconnaissance, pas la reconnaissance en soi, mais c'est d'arrêter cette notion de dire qu'ils ne sont pas des Congolais, qu'ils sont des Rwandais. Donc, ce sont les négociations. Mais en même temps, il faut intégrer autre chose. Il ne peut pas y avoir de retour des réfugiés tant que les FDLR, les anciens génocidaires, se trouvent dans le Kivu. En principe, ils devaient être à plus de 150 km, mais ils sont dans le Kivu, presque à la frontière. Ils occupent les terres qui appartenaient à ces réfugiés. Donc, pour qu'il y ait le retour de ces réfugiés, il faut régler aussi la question des FDLR. Laquelle question, si vous réglez cette question, ça va aussi intéresser les Rwandais. Le gouvernement rwandais va dire finalement, nos ennemis, ils vont être loin de la frontière. Donc, on aura une zone tampon qui nous permet de, disons, de respirer, de ne pas avoir les attaques comme ça a été à Kinigi ou ailleurs. Merci beaucoup. Et pour finir peut-être cette interview, comme je le disais, revenons un peu sur cette fameuse carrière de nos militaires burundais qui acceptent d'aller mourir au nom de cette carrière, qui acceptent de trahir leurs compatriotes au nom de cette carrière. Aujourd'hui au Burundi, qu'est-ce qui peut changer la conception de cette carrière? Le problème, c'est que le patriotisme, c'est difficile de l'acquérir en cours de route. Ou on peut l'avoir, mais ne pas le révéler. Mais si jamais les militaires burundais se disent, nous allons faire jouer le patriotisme, c'est-à-dire nous ne voulons pas aller nous battre de ce côté-là, parce que c'est pas notre guerre. Vous refusez un ordre, il y a deux options. Vous refusez un ordre, vous croisez les bras, vous mettez les armes par terre, on vous met en prison, on va vous tuer, c'est simple. Vous refusez les ordres, vous gardez les armes, c'est vous qui avez les armes, c'est vous qui avez l'armée, c'est vous qui avez la force. Donc, c'est lui qui veut vous envoyer, qui tient à vous envoyer, vous prenez le pouvoir et vous assumez, vous faites revenir ceux qui sont au Congo et vous dites que finalement vous allez faire la paix avec les voisins, qu'il n'y aura pas de problème, notamment avec, éventuellement, si jamais il y a des négociations et que le M23, les gens du M23 occupent le Kivu, qu'il y ait la paix à la frontière avec le Congo. Donc c'est la seule façon finalement. Vous faites un coup d'État, c'est clair. Graciano Kidikiza, je vous remercie pour cette interview. Merci, Bobo Boulika. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chroniqueur qui suit de près la situation dans la région des Grands Lacs et que vous êtes aussi un ancien officier de l'armée burundaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Graciano Kidikiza, ancien officier de l'armée burundaise. C'est parti que prend fait cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagis. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.